Radio en mai. Like a wound that heals. Installez-vous, la conférence va bientôt commencer. Cuando yo me colegié hice el número 100. Ça vient de l'envie d'être sur fond de ciel en fait et d'être dans un espace commun. Puis elle raconte surtout son rêve pour l'avenir. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Les artistes n'aiment pas les frontières, les cloisons, les cases, les périmètres restreints, les étiquettes, les tiroirs fermés, les durées limitées. Ils n'aiment pas les évidences, les certitudes, les semelles de plomb, les vérités préemballées, les clichés paresseux. Dans un monde qui voudrait que chaque chose soit à sa place, les artistes créent un désordre salutaire. Nous avons décidé, Alexandre Pancréal et moi-même, de nous glisser dans ce désordre. Radio en mai démarre maintenant et nul ne sait quand elle s'arrêtera. Festival Théâtre en mai, jour 9. Nous sommes au parvis du théâtre Dijon-Bourgogne. À 22h, c'est le bal littéraire. La nuit nous appartient. Je mets le cap sur le parc de Pouilly, du château de Pouilly. Nous allons voir la spire. La spire, pas la sbire. La spire, Chloé Moglia. Et on est en voiture avec 3 personnes qui travaillent au théâtre et qui en même temps sont comédiens, c'est ça? On est au Conservatoire de Dijon, en cycle orientation professionnelle, en théâtre. Du coup. Et vous vous appelez? Elsa. Et Martin. Je m'appelle Capucine. Et comment ça se passe? Vous partagez votre temps entre le conservatoire et vous venez travailler avec le théâtre régulièrement? Exactement. Nous on travaille le soir, donc on a les cours en journée. Et le soir on vient pour accueillir le public au théâtre. Et c'est génial de pouvoir voir plein de pièces comme ça, j'imagine, non? Ouais, c'est génial. Ils sont payés pour voir les spectacles. Vous travaillez sur quoi à l'école? Là en ce moment, on joue dans 2 semaines. On va jouer Don Juan, la version de Brecht et de Molière. Et en contemporain, on fait Denis Kelly après la fin. Et voilà. Et ensuite, on a nos projets personnels parce qu'on a des examens de fin d'année pour passer le certificat d'études théâtrales. Le 11 juin à partir de 14h au théâtre Mansart. Eh ben, on essaiera d'être là. Tu seras là, Isabelle? Bien sûr. Bien sûr, je serai. Ce soir, autour des micros, 2 invités. La performeuse et suspensive Chloé Moglia, qui présente son spectacle La Spire, et Amine Hadjina, co-auteur avec Gustave Akakpo et Métine Navarro du spectacle La diversité est-elle une variable d'ajustement pour un nouveau langage théâtral non genré, multiple et unitaire. Entre Chloé Moglia et Amine Hadjina, aucun lien apparent, sauf que l'un et l'autre participent de ce désordre nécessaire que crée l'art lorsqu'il s'emploie à défier le réel, lorsqu'il décide de parler une langue jamais parlée avant lui, lorsqu'il joue les contrebandiers de la triste rationalité. Nous entrons ce soir dans le noyau dur de l'art. Autrement dit, nous voulons faire surgir au micro son caractère viscéralement fronteur, sa capacité de révolte et son désir de désobéissance. On ouvre le bal en majesté avec Réal. Qu'est-ce qui tue l'homme? L'homme se tue par avidité et par excès de toute chose. C'est si bon de faire l'amour, mais c'est tellement dur d'en être accro, de ne pas pouvoir vivre sans, d'être emprisonné par un vice qui nous tient. Car lorsque quelque chose t'emprisonne, ton corps n'est plus le tien. Il appartient désormais à la chose dont tu es dépendant. Qu'est-ce qui tue l'homme? La peur? Je crois qu'elle tue aussi. Tant de choses que je n'ai pas fait car au fond j'étais horrifié. Combien de personnes aimeraient faire du théâtre? De nombreuses personnes, croyez-moi. Mais l'idée de se représenter sur scène les tétanise. Mais si on va plus loin dans cette réflexion, on comprend quelque chose d'évident. N'est-ce pas le regard de l'autre qui tue l'homme? Je crois que si. Très peu de personnes sont qui elles sont réellement. Pour la simple et bonne raison qui est, elles s'effacent pour plaire aux autres. La vie est bien plus simple lorsqu'on est nous-mêmes, mis en situation. Réal marche dans la rue avec ses amis. Il voit une femme et elle lui plaît. Il sait qu'elle n'est pas du goût des autres, alors il s'empêche d'aller lui parler. Finalement pour plaire aux autres, par peur des jugements, par dépendance à l'approbation des gens. Combien de personnes souffrent de ce syndrome? Beaucoup. Beaucoup. Qu'est-ce qui tue l'homme? La haine. Lorsque j'ai appris qu'elle est la cause de plein de maladies graves, j'ai vite apaisé mon cœur. Avoir la haine est comme remettre son propre corps dans les mains d'une personne. Ta vie n'est plus sous ton contrôle, y compris ton corps. Enfin, je l'ai expérimenté donc je le sais. Lorsque j'avais la haine sur mon père, lorsqu'il me frappait devant tout le monde en pleine cour dans mon collège, j'avais la haine. D'avoir été battu devant les gens, d'avoir été frappé à tort sans entendre de pardon sortir de sa bouche. Qu'est-ce qui tue l'homme? L'humiliation? Parce que c'est dur d'être humilié.
Il n'y a pas à dire, on sait que ça tue. Cette chronique est une profonde réflexion, une profonde introspection qui m'aide à me libérer de toutes mes toxines. Je pense que tout le monde devrait regarder des pièces de théâtre. Ne pas en voir, c'est ce qui tue l'homme. Hier, j'étais un peu tendu. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Et regarder Mazout m'a vachement détendu, m'a vachement fait rire. Lorsque j'ai vu le chien arriver sur scène, j'étais déjà mort de rire. Oui, une pièce de théâtre avec un chien sur scène, ça existe. D'autant plus qu'il était beau, calme et attachant. Qu'est-ce qui tue l'homme? De ne pas voir ce genre de spectacle. J'ai été captivé par la voix de la comédienne. Une voix d'opéra, portante, énergique et envoûtante. La comédienne m'a d'ailleurs dit d'écouter Monteverdi. Je l'écouterai avec un verre de kir. Qu'est-ce qui tue l'homme? De ne pas faire des belles rencontres. Et ici, j'ai rencontré des gens géniaux. Alexis, Sébastien, Maya, qui reflètent la joie à chaque fois que je la vois. Quel festival magique. Quel festival enrichissant. Merci. Merci à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Réal. Alors Réal pose la question, qu'est-ce qui tue l'homme? Et il y répond très bien, ce qui fait qu'on va rester sur sa réponse. Moi, la question que je voudrais vous poser, Chloé Moglia et Amine Hadjina, c'est qu'est-ce qui fait désordre? Qu'est-ce que le désordre? Chloé Moglia. Mais ouais, peut-être ce qui fait désordre, c'est peut-être aussi une sorte de capacité d'écoute ou d'être attentif à ce qui a lieu. Et ce qui a lieu vraiment, quand on n'est pas en train de l'enserrer dans quelque chose qui va renormer, ce qui a lieu vraiment, bah, c'est le bordel en fait. Enfin, c'est autre chose que ce qu'on attend en fait, si on écoute ça. Donc peut-être qu'une capacité d'attention un peu accrue ouvre à une forme de désordre un peu vital. Est-ce que l'artiste a besoin de chaos? Amine Hadjina. De chaos? De chaos. De chaos, je dirais que tout être humain a besoin de chaos, qu'on vient de là et que d'une certaine manière c'est l'endroit avec lequel quand on est artiste on tente de dialoguer, c'est-à-dire à la fois mais moi ce qui m'intéresse dans ce qu'a dit Chloé par exemple sur la question de l'attention, et du coup c'est d'y être à la fois sensible et poreux, et parce que c'est là que peut advenir, c'est à partir de là que peuvent advenir des formes ou des propositions, des inventions, et que mais après c'est toujours la même chose en fait, c'est toujours des affaires à la fois de contexte, enfin en tout cas pour moi dans ma pratique, de contexte, de compréhension, et de tenter d'une manière volontaire mais parfois involontaire aussi de bouger des lignes et de se déplacer et d'être déplacé, et c'est pas toujours, pour le coup c'est pas tout le temps volontaire, mais voilà, sur la question du chaos. Vous êtes tous les deux des artistes. Chloé, je le disais, vous êtes performeuse, suspensive. Ça, c'est comme ça que vous avez choisi de vous appeler, parce que je crois que le mot, vous l'avez littéralement inauguré d'une certaine manière. Oui, non? Non, si, il est arrivé. Il est arrivé à un moment, c'était ça. Oui, il est arrivé. Je ne suis pas sûre qu'on l'ait choisi, ni même que je l'ai trouvé. Mais à un moment, c'était ça. On a fini par s'appeler comme ça, des suspensives. Ouais. C'est ça qu'on fait, on se suspend. Donc on est des suspensives si on met un mot pour ça. Ouais, c'est celui-là. Amine Hadjina, vous êtes auteur, metteur en scène, acteur. Comment l'un et l'autre, vous avez su vers quelle écriture de vous-même vous deviez vous diriger? C'est-à-dire la suspension pour Chloé et pour vous l'écriture, sans doute plus que le jeu, Amine. Comment est-ce qu'on sait que c'est ça, qu'on est au bon endroit et que c'est là qu'on va devoir creuser creuser son sillon et planter son fanion? Alors moi je dirais que en fait moi justement j'ai l'impression d'être, en tout cas pour la question de l'art dramatique, je suis un acteur qui écrit. C'est-à-dire que la question de l'acteur, elle est d'une certaine manière, elle est constitutive de mon écriture. C'est-à-dire que j'écris pour des acteurs, je suis un acteur qui écrit, c'est-à-dire que l'écriture est un matériau que je travaille comme un acteur travaille la phrase, le texte, les intentions, etc. Et que ça, c'est vraiment, ça se retrouve de manière évidente, en tout cas dans mon écriture, même si l'écriture, elle a des... Et puis, une autre chose par rapport à la question de l'acteur, c'est la mobilité. C'est-à-dire que moi, je sens, quand je dis que je suis un acteur aussi qui écrit, c'est que l'acteur,
ça lui demande une grande mobilité, et que moi, en tout cas cette dimension-là fait que je peux avoir des écritures qui sont diverses, et que j'essaye de... Enfin voilà, j'écris une forme littéraire, beaucoup plus littéraire, dramatique, j'écris pour le cinéma aussi, et donc il y a cette mobilité-là, et je crois que c'est le fait que je sois acteur qui fait que... Enfin voilà. Après, autre chose, c'est que moi, je crois que j'ai commencé l'écriture très jeune, et notamment j'ai écrit du rap, par exemple, quand j'étais plus jeune. Et donc, il y a quelque chose qui est constitutif du fait d'écrire et de performer, par exemple. Ça a été très jeune, cette dimension-là de l'écriture. Ouais, Voilà. C'est une conversation qu'on a pu avoir avec Kevin Kayes et Julie Ménard. Quel est le corps de l'auteur? L'auteur a-t-il un corps? Moi, je crois que oui. Et Nietzsche en parlait très bien quand il parlait du fait de devoir marcher pour que les idées viennent. Moi, je cours, par exemple, pas mal. Et moi, j'écris très peu assis. J'écris debout. Et qu'il faut trouver... j'ai l'impression que l'écriture, en fait, pour trouver le rythme de l'écriture, il faut trouver... à la fois une gestuelle, un rapport corporel à l'écriture, et c'est comme ça que les idées naissent, en fait. Elles naissent pas dans la tête, elles naissent avec le corps. Et la gymnaste, l'acrobate, la performeuse, est-ce qu'elle a des mots en elle? Est-ce que les mots la traversent? Est-ce que les mots font son mouvement et génèrent le mouvement? Le suspend, en l'occurrence. Non, mais le mouvement suspend les mots, mais les mots sont là en terreau, en parallèle. Moi, j'ai l'impression d'avoir un peu deux voix parallèles, et je ne cesse pas de m'interroger justement sur le rapport. J'ai l'impression que la suspension, le suspens, c'est un espace hors des mots. C'est un espace où d'un coup, on est vraiment dans le senti, on n'est plus dans penser, on est dans juste sentir et développer par tous les pores de la peau une sorte de contact ultra élargi avec tout ce qui a lieu. En revanche, pour parfois gagner des moments comme ça, j'ai l'impression qu'il y a d'autres phases de vie où c'est vraiment dans les mots. Et moi, j'ai des fois déçu des gens qui disaient on a envie de venir vous voir vous entraîner. Je dis moi, quand je m'entraîne, en fait, je suis dans un canapé et je bouquine, quoi, ou je suis par terre et je bouquine. Ouais, ça va être décevant. Ouais, ça va être décevant. Je suis désolée, venez pas. Et puis voilà. Donc ouais. En fait, j'ai l'impression qu'une... on dit le corps, l'esprit et tout, parce qu'on ne sait pas par quel mot relier tout ça. Mais pour moi, lire, par exemple, c'est exercer une forme de souplesse alors on dirait de l'esprit, mais en fait, c'est du corps, c'est-à-dire une souplesse de la conception de comment faire des choses, une souplesse de l'ouverture au monde, une souplesse du coup du faire, en fait, du pouvoir d'agir. Et ça, je continue à avoir un besoin immense des mots pour ça. Je continue à avoir des espèces d'éclats de dingue quand je lis un truc et qu'à un moment, vraiment, c'est dit tel que, et que j'avais jamais vu ça dit comme ça, et qu'à un moment c'est là, il y a une espèce de fulgurance d'ouverture. Et pour autant, les endroits dans lesquels j'ai l'impression vraiment d'être au travail, c'est des endroits où les mots se sont dissous. Et je comprends pas pourquoi je continue d'avoir cette voix au taquet avec les mots dans les bouquins, dans tout ça, et ces voix complètement en dehors des mots. Je continue de chercher l'endroit où l'un nourrit l'autre. Je pense que je dis l'un nourrit l'autre, ça se trouve, c'est pas du tout ça, mais pour l'instant, je fais un peu cette hypothèse-là. Et j'ai l'impression qu'on est constitué de tout ça, en fait. Et c'est... il y a quelque chose de déroutant là-dessus, qui est mystérieux, pour l'instant. Mais quand vous êtes suspendu avec vos 4 camarades dans le spectacle, l'Aspire, c'est donc un exercice, une pratique et une expérience de suspension par 5 suspensive. Et une musicienne, donc on est 6 suspensives. Une musicienne qui joue du saxophone. C'est aussi une musicienne, c'est aussi une suspensive. Absolument. Ouais. Ce qu'on finit par voir à un moment donné, ça n'apparaît pas immédiatement, c'est la grammaire, c'est-à-dire l'alphabet de vos corps dans l'espace. C'est-à-dire que clairement, vos corps écrivent des lettres. Ça s'appelle le corps et graphie. Et EST. C'est quelqu'un à qui j'ai écrit, qui écrit des livres et qui m'a répondu ça, et j'ai trouvé que c'était très juste. Et du coup, il y a une espèce de grammaire là-dessus, mais je dirais c'est la grammaire de quelqu'un qui marche. Nous, en fait, les balades qu'on fait, elles sont en suspension. Donc, on n'est pas dans des... moi, je n'ai jamais été dans des soucis chorégraphiques, j'en ai rien à faire que la jambe, elle passe à droite, à gauche et tout ça. Il faut juste rester vivant à 6 mètres de haut dans un espace ultra contraint et dans un temps étendu, et en étant disponible à ce qui se passe autour. Donc à partir de là, les contraintes sont telles qu'on n'a plus à se poser les questions de comment faire. L'être,
le pouvoir d'agir, le corps va trouver un agencement pour que ça ait lieu. Et cet agencement, il ne prend pas la forme d'une écriture au sens où, d'une écriture corporelle, au sens où il faudrait après lui obéir et accomplir ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Mais c'est plus comme une balade. Enfin, je sais pas, on va se balader, quand on va courir ou qu'on va se balader dans la forêt, on sait qu'on a une balade qu'on aime bien, qui prend à peu près 20 minutes, on sait qu'on passe plutôt par là ou plutôt par là, mais on n'est pas obligé de remettre les pas exactement dans le centimètre carré où on les a mis la veille, en fait. Jamais ça a lieu comme ça. Et si on a besoin de ralentir là, parce qu'il y a une espèce de coucher de soleil, une lumière incroyable, ou qu'on voit un truc qu'on n'avait pas vu avant, on ralentit, on contourne l'arbre par un autre endroit, enfin, on fait comme ça vient. Donc c'est ça qui se passe là, où c'est une cohabitation de toutes ces suspensives qui se croisent, qui font des balades avec des points de jonction, mais pour autant on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et en même temps on sait très bien, parce qu'une balade on la connaît, mais on la connaît jamais, c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est intéressant ce que vous dites, Chloé Moglia, parce que finalement vous écoutant, je m'aperçois que l'une des caractéristiques, en tout cas un des points communs de tous les spectacles qu'on peut voir, et notamment le vôtre, Amine Hadjina, c'est cette capacité du présent à se glisser dans la représentation. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'on n'est pas en phase de représentation figée dans une sorte de formule et qui sont dupliquées de soir après soir. À chaque fois, on sent l'envie des artistes d'injecter à l'intérieur un peu de... le pas de côté, effectivement. Peut-être parce que sur la route, il y a un petit caillou et que donc on va l'éviter, ou on se dit tiens, je prends à gauche et pas à droite ce soir. Vous le vivez un peu comme ça, Amine Hadjina, d'autant qu'il y a de l'impro, me semble-t-il, quand même un peu dans le spectacle que vous faites. À la fois, c'est en fait, normalement, c'est ce qui doit arriver. C'est-à-dire qu'une représentation, elle c'est jamais la même parce que, comment dire, nous on n'est pas pareil chaque jour et le public qui arrive, etc. C'est juste qu'effectivement dans cette forme qu'on propose avec cette conférence sur la diversité, en fait on s'est dit qu'on allait ouvrir des espaces dans lesquels on allait recevoir et pouvoir encore plus travailler sur cette question-là, cette question du rapport avec le public et comment on allait être... accepter cette porosité de manière plus forte et comment cette porosité elle allait nous changer et effectivement avec ces moments d'impro qui sont cadrés, mais quand même c'est comment il y a ce rapport-là, en fait, il est vivant. Il est pas. Et puis du coup, quand il est vivant, c'est-à-dire qu'il nous surprend nous-mêmes. Et qu'il y a plein, effectivement, dans ce rapport-là à l'impro. Mais c'est pas de l'impro pour faire de l'impro. C'est de l'impro qui est toujours en rapport, parce que c'est pas uniquement pour s'activer, uniquement soi-même, mais c'est vraiment en lien et de voir comment il y a un dialogue qui naît. Et je crois qu'à la fois sur la question les dialogues, en fait, ce qui se pose aujourd'hui, c'est la question des dialogues et des langages. Et les dialogues et des langages, ils se font avec des vivants et des non-vivants. Et qu'il y a quelque chose qu'il y a une matière, en fait, il y a de la matière, et du coup, c'est comment on arrive à se rendre disponible pour que ces rencontres soient possibles. Est-ce que, je rebondis sur ce mot de porosité, est-ce que vous, justement, Chloé Moglia, c'est à une certaine porosité que vous cherchez à échapper, en grimpant à 6 mètres de haut, en vous éloignant finalement de la terre et du sol, en vous éloignant des spectateurs qui sont en bas? Évidemment, on se demande ce que vous voyez, vous, de nous, quand vous êtes en haut, et à quoi peut-être vous tentez d'échapper, réellement? À l'agitation. Oui. Clairement, je crois que c'est de plus en plus clairement, c'est ça. Et du coup, c'est pas. En fait, on est vraiment tellement pleinement terrestre quand on est suspendu là-haut, parce que c'est vraiment quand on a le poids de son corps entier dans l'espace d'une main, on le sent vachement bien. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on sent vraiment comment la terre nous attire et comment c'est là qu'on est, en fait. Donc être là-haut, on est encore dans cette zone critique, comme disent certains. On est vraiment encore à cet endroit-là d'être dans cette même atmosphère qu'on partage. Pour autant, ce petit au-dessus, qui pour moi est exactement comme quand on pose une question et qu'on n'a pas encore à poser de réponse. Donc on est dans ce même endroit, mais on est juste en suspens, on a juste suspendu, c'est-à-dire que c'est momentané, que ça ne pourra pas durer, mais qu'il y a un espace de transformation à ce moment-là. Et cet espace-là, il est fait de quoi? Il est fait
arriver d'un moment où, je sais pas, on ne peut pas avoir un téléphone dans la poche, on va pas répondre aux mails, on va pas être dans les petites agitations de ça, on va être à un moment où la question de la vie, elle est un peu plus poussée à un endroit, non pas de survie, parce que c'est notre métier, on sait le faire, on est vraiment des suspensives, on est des grandes primates, on est des apprentis guenons acharnés, donc on tient là-dessus. Mais c'est un endroit où effectivement on va être, on est coincé. On est coincé, on est dans un espace de merde. On se met vraiment dans un truc pas possible. Et du coup, on est orienté vers quelque chose. Alors, je n'ai pas envie que c'est plus essentiel, mais on est orienté vers quelque chose qui va être davantage vital. Enfin, ça fout plein de trucs loin. Et donc, il y a toute une part, effectivement, d'agitation, de petits trucs qui est mis loin. Et du coup, le temps se dépose et s'ouvre. L'espace s'ouvre parce qu'on a un peu fait du vide. Enfin, la situation a fait du vide. Nous, on a suivi ça, juste. Mais la situation fait du vide. Mais est-ce que, du coup, aussi, vous vous posez là-haut des questions très essentielles ? Par exemple, est-ce qu'il vous arrive de vous dire « je lâche » ? Jamais. Jamais ? Jamais, mais je crois que si quelque chose disait ça en moi, c'est qu'il y a un truc de mental qui a trouvé une accroche un peu coincée, et c'est que je pense que je suis très fatiguée, ou il y a un truc, je sais pas, un peu pathos qui se trimballe en moi et tout ça. Mais je pense que ça, c'est quand la tête revient. Si on fait confiance au corps, le corps, il dit pas je lâche, le corps, il dit même pas je tiens. Le corps, il est présent. C'est-à-dire, c'est comme si on marche debout. Je vois personne là dans la salle qui marche et qui d'un coup lâche tout et s'effondre par terre comme une flaque. Là-haut, c'est pareil. Et même cette vitalité va être décuplée. Par la hauteur, par la tension nécessaire à ça et par la belle vue aussi qu'on a là-haut. Non mais t'as envie d'être là, t'as pas du tout envie de... Et je crois qu'il y a cette vitalité, il y a quelque chose un peu de l'ordre de... Il y a des rites initiatiques là, même genre juste le baptême, où on te met... On t'immerge dans l'eau, on t'empêche de respirer pour que tu sois mis à l'épreuve de cette vitalité qui est juste quelque chose qui nous traverse le temps qu'on est vivant, et on va aller chercher ça d'une certaine manière. Quand on va se mettre là-haut, on titille cet endroit-là, on va mettre l'aiguillon sur cette vitalité qui va être là et qui n'est pas de l'ordre d'une question qu'on se pose, d'un truc qu'on réfléchit, est-ce que si, est-ce que ça c'est quand on est par terre et qu'on est en train de se perdre, quoi. Là, non, ça c'est pas là, quoi. C'est là, et c'est effectivement tous les pores de la peau qui sont dans une espèce de contact avec le monde, et avec, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du pouvoir d'agir et de la joie spinoziste là. Il y a un truc de cet ordre-là qu'on va chercher. Et est-ce que vous levez les yeux au ciel quand vous êtes là-haut ? Parce que vous savez qu'il y a un oiseau qui est passé au-dessus de vous. Vous l'avez vu ? Alors j'ai vu des oiseaux, j'ai vu des traces aussi, j'ai vu d'autres lignes blanches que celles de la Spire, des traces d'avion. Oui, il y a un oiseau qui est passé au-dessus de vous, et ce n'était pas un moineau. Oui. Et ce n'était pas un pigeon. Oui. C'était une cigogne. Ah, il y a une cigogne. Il y a une cigogne, la cigogne. Qui a fait le choix de venir au-dessus de vous 5 pendant que vous étiez suspendus. Ouais, là je l'ai pas vu, et pourtant souvent je les guette, parce que oui, on lève les yeux au ciel, mais on regarde tout ce qu'il y a là-haut, on regarde nous qui sommes dans cet espace intermédiaire au bas, on regarde nous parce qu'on est avec aussi ceux qui sont en bas, donc on regarde tout et on écoute tout, mais on peut pas tout attraper, donc malheureusement... Elle, je ne l'ai pas vue, mais elle a bien tout voir. Je pense qu'elle a tout vu. Je pense qu'elle s'est sentie un peu menacée dans son espace à elle, et qu'elle a dû se dire, que se passe-t-il ? Est-ce que au fond, le vertige est votre allié, Chloé Moglia, dans le sens où il vous protège, où vous gardez tout le temps la conscience du danger si vous ne faites pas ce qu'il faut ? Ça oui. Après, je sais pas si c'est le vertige. Je crois que les gens qui ont le vertige ont vraiment, genre ça tourne et il y a une attirance vers le vide, ou voilà. Donc ça, je pense que c'est encore autre chose. Je sais pas trop quel mot. Enfin, le vertige est un mot. Je sais pas exactement ce qui recoupe. Mais en tout cas, oui, d'avoir,
peur, pas tout à fait, mais cette espèce de chose avant la peur qui est une forme de vigilance, mais qui s'entraîne parce que c'est une vigilance qui peut vite faire tout serrer et tout fermer. Et là, c'est les logiques, on ferme tout, on veut rester chez soi, adieu la diversité, quoi. C'est un peu ça la logique de ça. Donc il y a un entraînement à avoir de manière à troquer, quand il y a de la peur qui arrive, à troquer cette réaction de fermeture pour au contraire une réaction d'ouverture. Et ça, c'est le chevreuil dans la forêt. Le chevreuil dans la forêt, il peut se faire buter n'importe quand, enfin il y a toujours des prédateurs possibles, ou le petit lapin, ou j'en sais rien qui, quoi. Et en fait, au lieu d'être tout comme ça, rouler en boule, en train de trembler et de crier maman, maman au secours, il y a quelque chose où ça ouvre au contraire. C'est hyper ouvert, on voit toutes les, je sais pas, les antennes, les oreilles qui font tac, ouvert à tous les bruits, c'est-à-dire ça mange le monde en fait, dans sa totalité. Et souvent la peur fait au contraire les fléchisseurs, tout qui, voilà. Et ça en fait, ça c'est un endroit que la suspension nous permet de travailler pour tenter une espèce de rééducation bien profonde du système nerveux qui fait que quand on a la trouille, quand on est face à l'inconnu, au lieu de fermer, merde, on ouvre quoi, mais de dingue quoi. Qu'est-ce qui éveille votre vigilance à vous, Amine Hadjina? Qu'est-ce qui vous met dans cet état dont parle Chloé, qui est l'inverse de la peur, effectivement, et qui fait que vous êtes absolument poreux et conscient de tout, absolument tout ce qui se passe autour de vous? Moi, pour aller dans son sens, je dirais que... Enfin, en tout cas, le travail que moi je mène personnellement et tout ça, c'est la question de la détente en fait. C'est comment on trouve de la détente. Et j'ai l'impression que cet endroit-là, c'est sur scène. C'est-à-dire que c'est l'endroit qui est d'une certaine manière le plus où cette question-là, elle est plus active pour moi et qu'elle est à travailler. Parce que je vois bien qu'effectivement, quand il y a de la tension et que quand ça se tend, en fait, il y a quelque chose qui circule moins et qui fait que le dialogue, il est moins possible. Alors que quand on arrive... Et la détente, c'est pas le lâcher. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la détente, c'est... Parce que les sportifs aussi parlent beaucoup de ça, de la détente et comment on trouve de la détente. Et au contraire, c'est une sollicitation, mais en même temps qui crée des rapports et qui fait que quelque chose est possible. Donc je dirais que justement sur scène, avant de commencer, dans ce dialogue-là, il y a quelque chose qui est actif à ce moment-là. Je crois que le maître mot de ce festival, ça sera la phrase de Thiago Rodriguez qu'on a entendue dans Le Cœur des Amants quand il dit « on a le temps ». Peut-être que c'est ça qu'on apprend en regardant vos représentations et qu'on apprend pendant ce festival. Et ce temps-là, nous, on va le prendre pour nos 5 minutes dans la soute. On va faire un peu de place pour Lucille et Charlotte. Donc Chloé et Amine, ne vous éloignez pas, vous allez revenir. Mais Lucille et Charlotte nous rejoignent au micro pour 5 minutes dans la soute. Radio en mai. Alors laquelle est Lucille et laquelle est Charlotte? C'est moi Lucille et moi c'est Charlotte. Charlotte, je demandais parce que Charlotte, il faut vous rapprocher un petit peu du micro. Ça se passe bien le festival? Oui, plutôt. Ouais, pour le moment en tout cas oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu qui a changé votre vie depuis le début du festival? En spectacle, ouais. Qui a vraiment changé notre vie? Ou peut-être qui pourrait la changer? Moi, je pense que Cœur des Amants m'a quand même pas mal bouleversée. C'était vraiment... le texte était magnifique et on n'en sort pas indemne, je trouve. Après, Charlotte, je sais que Casa, ça t'avait bien parlé. Oui, de ouf. J'avais adoré Casa, ouais. C'était super beau, super touchant et non, ouais, c'est un des spectacles qui m'avait le plus plu et le plus parlé. Alors, Charlotte fait son service civique. C'est ça. Ici à Dijon, parce que, disait-elle cet après-midi, les loyers à Dijon, c'est pas les loyers de Bordeaux et c'est plus facile de se loger à Dijon, mais c'est une raison et on peut la dire, elle est tout à fait avouable. Lucille est stagiaire de production. Oui, tout à fait. Donc vous êtes ici de passage, mais quand même pour un certain temps. Vous êtes arrivée quand dans le théâtre? Alors moi je suis arrivée en octobre, début octobre. Oui. Et je pars début juin. Donc, ouais. Et moi, je suis arrivée au mois de mars et je pars fin juillet. Est-ce que vous avez trouvé ici, ou est-ce que vous trouvez ici ce que vous pensiez trouver? Est-ce que vous êtes venu chercher?
Alors, je prends. Ouais, moi, en tout cas, ouais. Clairement, c'est sûr que c'est ce que je voulais faire. Ça m'a donné une direction dans laquelle aller vraiment pour plus tard, pour mon métier. Ça m'a donné envie de faire certaines choses et montrer qu'il y avait des choses en fait, qui ne me plaisaient pas du tout dans tout ce qui est travail de l'événementiel, travail dans le spectacle, travail avec les artistes. Et donc, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup apporté. Et donc, ce que tu veux faire, c'est quoi alors ? Moi, je partirais plutôt dans la production, mais dans tout ce qui est gestion d'artistes et donc accompagnement dans les tournées. Moi, ce que je veux, c'est bouger, vraiment. Voilà. Charlotte ? Moi, c'est Lucille. C'est ça, Lucille. Ouais. Moi, j'ai découvert le monde du théâtre que je connaissais pas du tout, parce que j'ai déjà été dans d'autres festivals plutôt de musique ou plutôt dans des trucs événementiels. Donc là, j'ai découvert aussi un milieu plutôt artistique. Vraiment, j'ai rencontré plein de personnes. Donc ouais, c'est très chouette. Alors le théâtre, il a du mal à faire venir à lui les jeunes qui souvent préfèrent regarder les films sur les plateformes, et pourquoi pas après tout. Si vous deviez convaincre vos amis qui n'ont jamais mis les pieds dans un théâtre de venir voir un spectacle, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je trouve que ça véhicule pas du tout les mêmes émotions que devant son écran tout seul. En plus, là, c'est une expérience partagée. Donc forcément, ça amène quelque chose de plus. Et puis, c'est des personnes qui performent devant nous. Enfin, je trouve que c'est assez impressionnant quand on pense au travail qu'il y a derrière et les émotions que ça véhicule qui sont pas du tout comparables à ce qu'on peut vivre devant un film ou une série. Et Charlotte, tu dirais quoi ? Je dirais la même. La transmission des émotions, c'est pas du tout la même quand on a les acteurs en face de nous qui potentiellement peuvent croiser notre regard et s'adresser à nous directement, plutôt que lorsqu'on est face à un écran, c'est pour tout le monde et on n'est pas. Enfin, le quatrième mur, il est là, il est clairement posé. Alors que le théâtre, il y a aussi cette possibilité de rencontre à la fin, d'échange, de croiser les artistes. Surtout dans ce lieu, au festival, on peut les croiser, on peut les voir et voir que c'est des humains comme nous, échanger avec eux, alors que le cinéma, ça met beaucoup plus à distance et ça met dans un piédestal, quoi. Mais le festival, c'est un temps un peu particulier. Il y a beaucoup de monde, il y a un rythme qui s'accélère, il y a effectivement des artistes qui vont, qui viennent, qui rentrent, qui sortent et qui deviennent effectivement très accessibles. C'est pas que ça, la vie d'un théâtre. Vous la vivez intensément, là, la semaine du festival ? C'est-à-dire peu d'heures de sommeil et beaucoup de présence ici. Oui. On va dire ça, oui. Ouais, mais après, c'est ça qui est chouette aussi, justement, c'est enivrant de devoir rencontrer plein de personnes, de voir plein de pièces. C'est un rythme particulier et on sera sans doute très fatigué à la fin de la semaine, mais là, on est dedans, il y a l'adrénaline et du coup, on sent pas trop qu'on est fatigué. En plus, c'est un échange tout à fait particulier parce qu'on a eu le concert, là, on va voir le bal littéraire, donc en fait, on va se retrouver artistes, personnel, équipe technique, tout le monde en même temps, mélangés tous ensemble, vivre un moment écouter, ensemble, voilà. Donc c'est intense, mais c'est super cool quoi, de pouvoir échanger de cette façon. Donc vous ne dormez pas pendant les spectacles ? Non. Promis ? Promis, non, c'est sûr. On les regarde attentivement. C'est bien, bravo. Merci beaucoup à toutes les deux. On va donc de nouveau libérer les places parce qu'on n'a pas énormément de chaises. Et je vais demander à Amine et à Chloé de revenir me rejoindre parce que il faut qu'on parle quand même. On a parlé avec Chloé longuement de l'Aspire, mais il faut qu'on parle quand même aussi avec vous, Amine, de ce spectacle au titre, pour le moins, à circonvolution. La diversité est-elle une variable d'ajustement pour un nouveau langage théâtral non genré, multiple et unitaire ? Je le disais, vous l'avez conçu, ce spectacle, avec Gustave Akakpo et Meti Navarro, qui utilisent un pseudonyme, apprend-on, pendant la représentation. Et c'est un spectacle qui, de toutes les représentations qu'on a pu voir depuis le début du festival, est clairement la plus politique, qui met les pieds dans le plat, effectivement, des discours tout construits, des assignations auxquelles sont soumises les minorités, et qui s'interroge sur ce mot de diversité, qui n'est pas effectivement sans poser problème. C'est un mot valise, peut-être un mot alibi, qui permet peut-être d'éviter certaines vraies discussions. C'est ce mot-là que vous avez dans votre collimateur, les uns et les autres. Alors, effectivement, donc juste dire que le point de départ de ce spectacle, c'est une rencontre tous les trois
On était tous les 3 auteurs invités où la thématique était la diversité. On a trouvé ça drôle d'être invités tous les 3 pour parler de la diversité. Donc on s'est dit qu'on allait renvoyer cette invitation. Et c'est comme ça que s'est élaborée cette forme. Et effectivement, avec l'idée de mettre les pieds dans le plat, mais en même temps en mettant les pieds dans le plat sur ce mot-là, qui est un peu un mot qui parfois est un mot un peu fourre-tout, et qui a été utilisé, qui est quand même, on va dire, vidé de sa substance. Et à la fois, en fait, il y a cette idée que parfois, enfin en tout cas l'impression que j'en ai ou qu'on peut en avoir, c'est que comment on peut troquer une invisibilisation par une assignation. Et que finalement, si pour le dire de manière schématique, la diversité, c'est uniquement les Noirs et les Arabes de France, et ben en fait, ce mot-là, en tout cas moi personnellement, il m'intéresse pas du tout. Et que l'idée, c'est que finalement, on a des choses plus multiples à défendre et dont on a envie de parler. Et du coup, il y a tout un jeu sur ce mot-là. Et voilà, on essaye de manier différentes choses, mais quand même, tout en se disant qu'il fallait pas, qu'il n'y ait pas que de... Parce qu'au début, il y a un peu il y a de l'ironie et tout ça, mais que le spectacle, ça pouvait pas être que de l'ironie, et qu'il a fallu s'impliquer nous-mêmes à partir de choses réelles ou pas, etc. Enfin, et sur des rapports de projection, etc. D'ailleurs, vous vous épargnez pas, hein. Vous êtes assez dur et vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de vos partenaires. Enfin, c'est vrai que il y a même des moments assez trash qui vont assez loin, comme s'il fallait presque purger quelque chose de l'ordre du non-dit, aller au bout du reproche, peut-être pour déposséder l'autre aussi du reproche qu'il vous fait, je ne sais pas trop. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois ça, c'est-à-dire que c'était une manière de se mouiller d'une certaine manière et de voir comment ça produit une forme à la fois d'exagération, et parce qu'en fait on voulait remettre au cœur que finalement dans les échanges aujourd'hui il est beaucoup, en fait ce qui passe avant tout c'est la question de la violence, et que finalement les rapports sont tendus en ce moment, violents parfois, et que cette façon de parler fait qu'il y a que des oppositions, que des camps. Et nous, on a, d'une certaine manière, c'est comme une forme de catharsis, en fait, à ce moment-là du spectacle, et qu'on arrive à ce niveau de violence en se servant effectivement... cette partie-là, elle a été écrite, par exemple, en se disant des choses les uns sur les autres ont écrit en essayant de gonfler et d'exagérer, puis de déformer, et puis etc. Mais en fait, en s'emparant de ce sujet-là, c'était comme si on s'était rendu compte qu'il y avait une nécessité de passer par ce processus-là, à la fois cathartique et à la fois... Oui, enfin, c'est bien que vous le nommiez, parce qu'effectivement, c'est pas... Enfin, même pour nous, le fait de s'entendre dire ça, en fait, c'est pas... On ne s'épargne pas à ce moment-là. Non, vous ne vous épargnez pas. Vous décryptez, et de manière assez remarquable, je dois dire, ce qu'on appelle les récits, les fake récits, enfin les fakes, les récits nationaux, les romans tout construits. Je parlais de vérité préemballée en ouvrant cette émission. Il y a une séquence édifiante où vous, Amine, êtes soumis à une sorte de questionnaire de la part de votre camarade Métis, qui vous dit, voilà, Amine, donc tu as été un jeune arabe qui est venu parce que tes parents fuyaient le salafisme, tu as eu une scolarité à problème, tu as été un peu délinquant, tu as fait de la prison, et donc à chaque fois vous êtes obligé de rectifier le tir et de dire non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça que s'écrit mon histoire. Et ce spectacle, il participe un peu de ce désir-là, d'écrire soi-même sa propre histoire et interdire aux autres de l'écrire à sa place. Hein. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est-à-dire que quand les autres écrivent les histoires à notre place, ils écrivent souvent selon des schémas, des attendus, des présupposés, et que effectivement, toute la question, en tout cas du spectacle, c'est un jeu de miroir, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est le miroir de ce que les gens projettent sur nous, de ce que nous croyons que les gens projettent sur nous, etc. Et qu'effectivement, la question, mais c'est toute la question du modèle et de tout ce qui est mis en ce moment, qui est interrogé, en tout cas, c'est
qu'est-ce que c'est l'intégration, qu'est-ce que ça veut dire l'intégration, qu'est-ce que c'est la bien-pensance qu'il peut y avoir aussi dans le milieu du théâtre, c'est-à-dire ce milieu où on va sauver ces pauvres enfants d'immigrés parfois, et qu'est-ce que ça veut dire, et en même temps il existe pour certains c'est comment dire, l'art les a sauvés, et ça met pas en contradiction cette chose-là, c'est juste que ça vient la nuancer sur les parcours singuliers de chacun et les chemins par lesquels c'est pas parce qu'on est un jeune issu de l'immigration algérienne qu'on a fui les musulmans et que on a trouvé dans cette je veux dire cette ancienne église qui est le théâtre et là où nous sommes un refuge, et que d'un coup il n'y a que ce refuge qui existe par rapport à d'autres, etc. Enfin, c'est de remettre les choses à parce que des fois il y a quelque chose d'un peu grandiloquent, je trouve, dans le théâtre, sur la façon de regarder les gens et de penser les récits pour eux, et que effectivement c'est une manière de prendre en charge et puis de questionner, et puis de ramener les gens à s'interroger eux-mêmes, en fait. Et quand je dis eux-mêmes, nous-mêmes, c'est-à-dire que nous aussi on est constitués de choses qu'on projette sur les autres, etc., etc. Qu'est-ce que c'est un langage théâtral non genré ? Alors ça c'est. Et est-ce que pourquoi glissez-vous cette contradiction entre multiple et unitaire dans le titre ? La diversité est-elle une variable d'ajustement pour un nouveau langage théâtral non genré, multiple et unitaire ? Alors, pour le coup, c'est vraiment l'idée, c'était sur cette question-là, c'était de manier un peu une forme de second degré, c'est-à-dire qu'on trouve aujourd'hui qu'il y a un langage qui vient masquer le fait que finalement il y a peu de propositions qui sont faites, et que le langage parfois institutionnel vient ou le langage politique vient masquer sous un n'ayons pas peur des mots, une sorte de fatras de mots mis les uns à côté des autres, et finalement il n'y a rien qui est proposé, et que l'idée de ce titre c'était de raconter en fait ce rapport-là à la langue, au langage, et d'un coup d'associer des mots un peu dont on entend parler les uns derrière les autres, mais qui effectivement ça veut pas dire grand-chose. Enfin, l'idée de ce titre à rallonge, c'est de dire, il y a quelque chose qui veut rien dire. Et voilà, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a parfois, en fait, justement sur la question du rapport aux mots, c'est que parfois certains mots sont dévoyés par la façon dont ils sont utilisés tout le temps, ou de la même manière, ou pour les mêmes, et alors que finalement il y a quelque chose qui est plus en construction, et qu'on est en droit d'interroger et puis de construire. Donc est-ce que la suspension c'est genré ? Est-ce que c'est important pour vous qu'on vous dise femme et suspensive, Chloé Moglia ? Ou est-ce que là-haut vous êtes un corps, évidemment un cerveau, mais est-ce que c'est important pour vous qu'on dise c'est une femme qui suspend ? C'est pas important qu'on le dise. Par contre, c'est vécu qu'on est des femmes, ouais. C'est quand même vécu, ouais. Et quand vous dites c'est vécu, vous voulez dire quoi ? C'est vécu par les autres ou par vous-même ? Par nous-mêmes, en tout cas. Les autres, peu importe. Genre qu'il y en a qui voient, qui s'en fichent. Il y en a qui remarquent énormément qu'on est des femmes suspendues. Il y en a qui disent ouais, mais nous aussi on sait le faire. Il y en a qui disent nous on saurait pas le faire. Enfin, il y a un peu tout ça. Et puis effectivement, des femmes là-haut qui déploient beaucoup d'archétypes quand même qui sont normalement dévolus au masculin, de la puissance, de la ténacité, de la force, de la capacité par rapport à la douleur, d'envoyer du steak là comme on dit. Et là pour le coup ouais, c'est des femmes. Et oui, c'est pas rien d'être des femmes là-dessus, parce qu'effectivement bêtement déjà on n'a pas la même masse musculaire, puis on a tout ce que les femmes traversent, en tout cas qu'un certain nombre de femmes traversent. Donc c'est pas rien. Après, c'était pas du tout une volonté de ma part. Il n'y avait pas d'idée de dire on va faire un groupe que de femmes qui suspendent pour dire que les femmes elles sont fortes aussi. Non, c'est pas du tout ça. Mais il se trouve que la chose s'est construite et en fait il y avait que des suspensifs qui émergeaient. Donc le groupe des suspensives est devenu vraiment un groupe de suspensifs sans suspensifs. Et en fait ça s'est mis à nous poser quand même beaucoup de questions. On s'est mis à pas mal réfléchir là-dessus, à inviter aussi des gens qui réfléchissent là-dessus pour
réfléchir avec nous et puis et réfléchir avec le corps aussi parce que oui, la femme a un corps beaucoup quoi, beaucoup. L'homme aussi a un corps. Certes. Mais je crois que la femme a un corps pas de la même manière que les hommes ont un corps en termes d'objectivation et tout ça. Après, je pense que certains hommes ont un corps objectivé aussi. Après, ça rejoint des questions de minorité, des questions aussi comme ça. Mais la femme a un corps qui se rappelle à elle régulièrement. Ouais. Amine Hadjina ? Bah oui, c'est-à-dire qu'effectivement, un corps qui est objectivé, essentialisé parfois, sur la question des minorités, la question du regard parce qu'on pose notre regard et puis il y a des regards qui sont posés sur nous et du coup toutes les projections, les attentes, les attendus, etc. et comment finalement on passe notre temps à dealer avec ça tout le temps. Sauf sans doute sur le plateau de théâtre alors. Sur le plateau de théâtre, on essaye d'en faire une matière à jeu en fait. C'est-à-dire que le plateau de théâtre, c'est aussi l'endroit du jeu. Et que l'endroit du jeu, en tout cas pour moi, c'est l'endroit de la permission. Et c'est l'endroit où on enlève des pots, on prend des pots, etc. Donc en fait, il y a quelque chose qui se joue quand même, mais différemment. Le jeu, vous l'écrivez comment ? Vous l'écrivez J-E-U ou J-E-U. J-E-U. Ça peut s'entendre aussi J-E. Hein. Bien sûr, mais la question du J-E-U est très importante parce qu'en fait, je trouve que le J-E-U, c'est politique. C'est-à-dire que c'est politique au sens où c'est une mise en commun. Et que finalement, je crois qu'on a besoin de J-E-U en ce moment. Notamment sur des questions même très sérieuses. Je crois qu'on peut remettre du jeu aussi. Merci beaucoup à tous les deux. On va laisser la place. Merci à vous. Au final de Réal, avant de se quitter et d'attendre impatiemment le bal littéraire qui a lieu ce soir au parvis du théâtre Dijon-Bourgogne. Vous savez ce qui me fait peur, c'est de mourir sans avoir transmis mon message au monde. Car effectivement, je rêve d'un monde meilleur. J'aimerais tellement écrire des livres, non pas pour le succès, mais pour laisser une trace tangible. Tellement de personnes ont besoin d'entendre mes textes, où je prône l'amour, où je prône la miséricorde. J'écris pour encourager l'autre. Hier, avec Alexis et Sébastien, nous avons passé une superbe soirée. J'ai bu plusieurs verres de punch. Hier, j'ai pas été très sage, mais ne m'en voulez pas si je ne suis qu'un bon vivant. Ensuite, nous sommes partis à la place de la République. Nous avions faim. On a énormément parlé. Chacun parlait de ses rêves et ce fut un moment fort appréciable. Quand tout d'un coup, une jeune fille est venue nous demander une cigarette. Je sais pas pourquoi, mais dès qu'elle a parlé, j'ai senti de la souffrance. Disons qu'elle m'a fait penser à moi lorsque j'étais plus jeune. Il y a donc certaines choses que je vais très vite capter. Et j'ai senti qu'elle souffrait intérieurement. Rien n'était confirmé au début, ce n'était qu'un ressenti. Puis, nous avons commencé à échanger. Elle était très gentille, d'une intelligence assez remarquable. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait dehors à cette heure-ci. Elle nous a raconté toute sa vie et effectivement, c'est une jeune qui souffre. Et même profondément à mon avis. J'ai toujours le cœur qui saigne lorsque je rencontre ce genre de personnes. Car je sais ce qu'elles ressentent. Je sais à quel point elles sont meurtries. Je sais à quel point elles souffrent de carences affectives. Elles ont besoin d'amour et elles sont prêtes à tout pour en avoir. Je ne dirai pas son prénom. Je ne dirai pas d'où elle vient. Cette fille s'est confiée. Probablement en avait-elle besoin. Devinez ce qu'elle nous a annoncé. Personnellement, c'est la première fois que je rencontre une personne dans ce cas. Cette fille est née sous X. Oui, cette fille est née sous X. Mon cœur a saigné lorsqu'elle a annoncé cette nouvelle. Mais je crois en elle. Je crois qu'elle s'en sortira. Je crois qu'elle réussira. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire dans la vie. Elle veut être avocate. Je lui ai demandé pourquoi. Et sa réponse fut forte. Elle m'a dit « Je veux me battre non pas pour l'injustice, mais pour la justice. » Je l'ai encouragée. Je lui ai dit de croire en ses rêves. Je lui ai dit de se souvenir pourquoi elle voulait le faire. Dijon est l'une des villes où j'ai fait les plus fortes rencontres. Je lui ai dit «
Tu sais, je fais de la radio. Un jour, si tu veux témoigner, pourquoi pas faire un podcast? Elle était vachement partante. Je lui ai même parlé du festival Théâtre en mai. Si un jour tu écoutes mes mots, sache que ton histoire m'a profondément touché. Être né sous X ne doit pas être évident. Je pense qu'on se sent différent, peut-être même comme un échec. Pourquoi moi et pas les autres? J'aimerais aider ce genre de personnes dans ma vie, leur apporter ce qui m'a permis de m'en sortir. Je vais rentrer sur Paris en étant un autre homme. C'est dingue comme ce festival m'apporte tellement. C'est dingue les personnes que je rencontre. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup.